un monument qui a été élaboré, réalisé par un grand sculpteur, Bartholomé. Bartholomé, c'est celui qui a fait le monument aux morts du Père-Lachaise. Et après la guerre de 1914-1918, les acteurs du monde judiciaire, les avocats, les magistrats, les notaires, les huissiers, les avoués, les commissaires-priseurs, tout le monde s'est réuni pour se dire mais il faut quand même qu'il y ait un monument qui commémore ou qui plutôt permet de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie, tous ces avocats, ces avoués, ces personnages du monde judiciaire. Et donc on a demandé à Bartholomé. Bartholomé a décidé de proposer ce projet avec d'une part la France qui est symbolisée par sa compagne ou sa femme, enfin à l'époque, la personne qui vit avec lui. Et puis il fallait un soldat. Il fallait bien trouver un soldat. Alors on a beaucoup réfléchi et il se trouve qu'il y avait un jeune officier qui était un juriste brillant. Il avait été docteur en droit, je crois, à l'âge de 20 ans. Il était tellement intrépide à la guerre que ces hommes ne mouraient pas autour de lui. Il a été fait, je crois, chevalier de la Légion d'honneur sur le front. Et c'était donc le capitaine Mouquin, Fernand Mouquin. Et avocat, très jeune, l'un des plus jeunes avocats à l'époque. Donc on demande à Fernand Mouquin s'il accepte. Il accepte. Il va se rendre chez le sculpteur 10-12 fois. Jamais d'ailleurs en présence de cette femme qui représente la France. Le sculpteur a représenté les deux portraits de façon séparée. En tout cas, c'est Fernand Mouquin qui le raconte dans ses ouvrages et ses mémoires. Et donc, Fernand Mouquin a été choisi pour représenter le soldat de la guerre de 14, valeureux, qui sert la patrie, qui sert la France. Donc c'est lui. Et alors, ce qui est amusant, anecdotique, curieux dans cette affaire, c'est que Fernand Mouquin a fini doyen du barreau de Paris, ça a été l'un des plus anciens, et il continuait à plaider au-delà de l'âge de 100 ans, et donc il passait tous les, dit-il, tous les jours ou presque souvent, dans cette salle des pas perdus, devant sa statue, devant son portrait, et il a écrit un poème que vous montrerez sans doute à l'écran, et dans lequel il raconte qu'effectivement il est le seul à savoir qu'il passe tous les jours devant lui-même en quelque sorte, mais de façon statufiée. Alors c'est un monument qui est à la fois de Bartholomé, donc un grand sculpteur, qui est la façon de bien rendre hommage à tous ceux dans le monde judiciaire qui se sont sacrifiés pour leur patrie, et puis en même temps un bel hommage à Fernand Mouquin qui a été un avocat très sympathique, qui a été très longtemps au barreau et qui a fini centenaire, doyen du barreau. Voilà. On est ici devant le monument dédié à Malesherbes. Malesherbes est un grand bonhomme, c'est un magistrat qui un jour prend sa retraite et puis quand il apprend que le roi Louis XVI est emprisonné, qu'il va être jugé, eh bien il sort de sa retraite et il décide de venir défendre son roi bien-aimé. Alors Malesherbes, on le représente là-haut, on le représente d'ailleurs avec une robe de magistrat, avec un double rabat, avec une ceinture, ce qui est totalement anachronique parce que les révolutionnaires avaient supprimé l'ordre des avocats d'une part, supprimé le costume judiciaire ancien, et donc comme ce monument a été réalisé sous la Restauration, dans le premier quart du 19e siècle, pour faire plaisir au roi, le sculpteur évidemment a repris les éléments de décor anciens, mais c'est anachronique. Malesherbes n'était pas porteur de cette robe. Cette robe qui était la sienne avant, bien évidemment, on voit qu'il a sa ceinture, il a sa robe. Le double rabat, alors le double rabat que l'on porte donc au niveau du col ici, pour les anglo-saxons, signifie absolument, et ils sont intraitables là-dessus, les tables de la loi, celles de Moïse dans la Bible, hein, donc dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, donc Moïse monte sur le mont Sinaï et donc recueille les commandements de Dieu qu'il écrit sur des tablettes. Enfin, ça se fait en deux temps parce que dans un premier temps, il va les briser. Et donc ces tables de la loi qui sont quelque chose de très religieux vont devenir sous les rois de France un élément fort également. Ça peut devenir les tables de la loi royale. Et puis lors de la Révolution, on va mettre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dessus. Donc ça devient les tables de la loi républicaine. Et par la suite, ça va rester un élément fort de décor. Alors, on peut dire que c'est ce double rabat qui est toujours porté d'ailleurs par certains ministres du culte, par des rabbins, par des pasteurs protestants. On va au Québec également et on voit que les avocats de la couronne ont également le double rabat. Bon, on peut dire que ça peut symboliser
l'étape de la loi. En général, les historiens en France sont plutôt hostiles à cette idée, peu importe. Mais ces légendes sont toujours intéressantes et puis plaisent beaucoup aux étrangers auxquels on explique tout ça. Alors, Malesherbes, on le trouve en haut, et puis on le trouve dans cette frise sculptée en haut relief ici. Alors, on reconnaît le roi Louis XVI, donc, qui est assis sur son fauteuil dans sa prison au Temple. Derrière lui, évidemment, extrêmement triste, son valet, Jean-Baptiste Cléry. Et puis, on voit bon, les gardes qui sont là pour le surveiller. Et puis, bien évidemment, ces trois avocats, Tronchet, Malesherbes et De Sèze. Alors, Malesherbes, malheureusement pour lui, ne survivra que quelques mois à son roi qu'il a défendu avec ardeur, car il sera guillotiné à son tour. En revanche, les deux autres seront amenés à présider la Cour suprême, donc la Cour de cassation. L'un le tribunal de cassation et l'autre la Cour de cassation. Ils étaient donc de grands juristes. Alors, le monument est encadré par deux allégories. L'une que l'on reconnaît facilement, c'est la fidélité. La fidélité, on la reconnaît parce qu'il y a le chien. Et en matière allégorique, dès qu'il y a le chien quelque part, c'est par exemple sur un gisant, au pied d'une princesse, d'une reine, d'un personnage quelconque. C'est vraiment un symbole de fidélité. Et puis, de l'autre côté, on a une autre allégorie qui est cette femme avec un écu fleur-de-lysée. Et donc, les trois fleurs de lys symbolisent la France. À l'époque, la France est royale et royaliste. Donc, c'est d'un côté la fidélité, de l'autre la France. Alors, il y a une petite particularité sur cette statue qui suscite énormément de commentaires. Et on a dit un peu tout et n'importe quoi. C'est que le sculpteur, quand il a réalisé cette statue, derrière, a relevé très légèrement la robe de cette femme, montrant sa fesse. Et alors, on en a déduit. On a interprété ça de mille façons. On a dit qu'il était franc-maçon, on a dit qu'il n'était pas payé, qu'il s'était vengé, tout. Et c'est rien de tout cela. En fait, c'est de la statuaire assez classique par un sculpteur qui aimait bien l'art antique et l'art grec et qui réalisait voilà, des plis, etc. Et qui a fait un petit peu joujou, disons-le, quoi. Il a un peu relevé la robe. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs souvent chez les compagnons, et toujours chez les compagnons du Tour de France d'ailleurs, une remarque d'artiste, c'est-à-dire le petit truc qui est peu visible mais qu'on va se transmettre de génération en génération, qui ne sera compris que par les générations futures de compagnons, de sculpteurs, de peintres, de fresquistes, etc. Donc voilà, il ne faut pas y attacher une importance particulière ni y donner une interprétation exceptionnelle. C'est simplement une remarque d'artiste. Voilà donc un monument qui a survécu, le monument de Malesherbes, à l'incendie du 24 mai 1871, parce que ce jour-là, tout a brûlé. Ici, ça s'est effondré. Il faut voir que cette salle des pas perdus, qui est quand même l'une des salles, l'un des endroits au niveau de l'emprise, au niveau du lieu, les plus chargés d'histoire. On rend la justice au palais de la Cité depuis plus de 2000 ans. Le prêteur romain, les Romains étaient là. Julien, le général, s'est fait sacré empereur au IVe siècle par ses soldats, car Rome l'avait un petit peu oublié. Donc il y a eu les Romains, il y a eu une forteresse militaire, il y a eu un palais royal, il y a eu un nombre d'événements tout à fait exceptionnels. Et dans cette salle, dans une autre configuration, il y avait à une époque une table de marbre qui recevait les principales juridictions, la connétabilité et maréchaussée, l'amirauté, les eaux et forêts. Il y a eu des banquets royaux. Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, nous rappelle qu'il y avait des pièces de théâtre, des scénettes, que les gens de la basoche, c'est-à-dire les collaborateurs, des avocats, des gens de justice, qui formaient une corporation assez puissante, mais qui était c'était des gens un petit peu taquins, jouaient des pièces de théâtre, où on se moquait parfois pas mal. Donc on se mettait sur cette fameuse table où d'habitude on rendait la justice. Il y a eu des rois de France qui sont venus annoncer ou fêter des fiançailles de leurs enfants. François Ier s'est réconcilié avec son beau-frère Charles Quint vers 1538 ou dans ces époques-là. Il y avait une chapelle au fond de la salle et les magistrats allaient à la messe tous les jours également. Donc il faut imaginer qu'il y avait un côté religieux, il y avait les plaideurs, les avocats qui attendaient leur procès, etc. etc. Donc sous la République, par la suite, il y avait des banquets républicains, de maires, etc. Lorsqu'il y a eu le 11 septembre, la tragédie, toutes les robes noires de France, tous les avocats se sont réunis ici
pour rendre hommage à leurs confrères américains qui avaient péri dans la destruction des 2 tours jumelles à New York, etc. etc. Donc c'est dire si cette salle, alors dans des configurations autres, en bois au départ sans doute, en pierre ensuite, au départ avec la statue des rois de France, ensuite sans les statues, mais a connu 1000 événements, 1000 événements. Il faut aussi se dire qu'à une époque, c'était le lieu de la culture, puisque en bas de chaque pilier, on trouvait un libraire, on trouvait un éditeur, et donc on trouvait beaucoup d'éditeurs et de libraires au palais de justice, y compris, et pas seulement dans cette salle d'ailleurs, y compris sur l'escalier de la Sainte-Chapelle, autour de la cour du Mai, dans la galerie marchande. On trouvait la culture, la littérature, le droit, tout ça, c'était ici, à cet endroit. Donc on peut dire quand même que cette grande salle a été, au plan européen et sans doute mondial, un haut lieu de l'histoire en général depuis plusieurs siècles. Vous me demandez quel est ce personnage qui a l'air quand même important, puisque pour qu'on lui consacre dans la salle des pas perdus une telle place, une telle dimension. Alors on est en présence de Berryer. Berryer, c'était un très grand avocat, ça a été sans doute au XIXe siècle l'un des plus brillants, des plus grands avocats, connu comme étant un très grand orateur. Et on a voulu lui rendre hommage au XIXe siècle. Alors c'est un sculpteur assez connu d'ailleurs qui a réalisé cette œuvre, c'est Chaput. Et Chaput, alors peut-être un petit peu moins connu que Rodin, mais un peu quand même même époque, talent similaire. Chaput a réalisé quelques sculptures sur la façade de la Cour de cassation. Il a également réalisé ici dans le palais quelques autres sculptures. Et Chaput avait son atelier près de Melun, en Seine-et-Marne, le met sur scène. D'ailleurs, son atelier doit se visiter, peut-être pas en permanence, ce rendez-vous, mais on a conservé ses modèles, on a conservé ses écrits dans son atelier. Alors, on lui commande donc un monument pour rendre gloire à quoi? L'éloquence. Et donc cette éloquence, on le voit, c'est par ce geste de la main, ce geste extrêmement ample où toute la magnificence, tout le prestige de Berryer est ainsi mis en exergue. Et puis en dessous de Berryer, on réalise 2 allégories. Ici à notre gauche, une allégorie, on retrouve l'écu Fleur-de-Lysée, donc la France, donc c'est sa fidélité à la France, à la patrie, et il était légitimiste, donc il était royaliste, hein, Berryer, donc c'est pas innocent. Et puis alors, on a une autre allégorie ici, qui est cette femme. Alors, je pourrais faire un quiz, mais je sais que vous le savez, donc on va tout de suite donner la solution. Elle tient une plume et on voit un parchemin. Donc, une plume, un parchemin, elle symbolise l'éloquence. Mais là où Chaput est un petit malin, un peu taquin, parce qu'on est quand même dans un lieu public, un lieu de justice, c'est qu'il réalise sous le pied gauche de l'éloquence, il met une tortue. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. La tortue, oui, voilà, une tortue. La tortue. Alors, on a beaucoup dit de choses sur cette tortue, qu'il avait rajouté exprès pour se venger parce qu'il n'était pas payé, etc. Comme toujours. Et sur Internet, on trouvera toujours mille choses totalement fausses. En réalité, je me suis plongé dans les archives de Chaput. J'ai retrouvé ses croquis initiaux. J'ai retrouvé sa maquette en plâtre. Et dès l'origine, il avait bien proposé à la puissance publique, hein, donc à tous ceux qui commandaient cette œuvre, il avait bien proposé ce schéma avec une éloquence qui écrasait un petit peu cette tortue. Pourquoi? L'idée, c'était de mettre en opposition le grand Berryer, bien évidemment, et cette justice toujours aussi lente, aussi petite, enfin, etc. Donc ça avait un côté très péjoratif pour la justice, et puis extrêmement valorisant pour Berryer. Alors ça peut paraître parfois un peu choquant, parce que je pense que même à l'époque, au XIXe siècle, la justice pouvait être, et d'ailleurs elle allait parfois très vite, mais bon, c'est le sens de l'œuvre de Chaput, mettre en opposition l'immense talent de Berryer d'un côté, et puis cette justice qui avance comme une tortue. Voilà. Alors nous sommes ici toujours dans la salle des pas perdus, mais devant un élément un peu particulier, c'est un tympan. Alors ce tympan a été réalisé
à la fin du 19e siècle. Il succédait à un autre tympan qui avait été très dégradé lors de l'incendie du 24 mai 1871. On a confié sa réalisation à un sculpteur qui s'appelait Schoenwerk et qui donc a réalisé ce décor. Schoenwerk s'est suicidé quelques années plus tard. On reconnaît au milieu l'étape de la loi, on reconnaît la balance de la justice, le faisceau des licteurs avec ses verges de bois, ses lanières et sa hache. On reconnaît ici à gauche un personnage de la mythologie, Mercure pour les Romains, Hermès pour les Grecs, et donc Mercure qui est coiffé de son chapeau avec des ailes, le chapeau ailé que l'on appelle le pétase. Et puis il tient bien évidemment le caducée, symbole d'harmonie et de plein d'autres choses. Donc on voit également qu'à ses pieds il a des ailettes, évidemment Hermès, qu'on retrouve dans beaucoup de tribunaux de commerce, car il symbolise eh bien l'action internationale et faciliter des échanges dans la mesure où on dit qu'il allait du monde souterrain au ciel en passant par la terre. Donc Mercure a beaucoup de qualité sur le plan de l'ornementation. Et alors de l'autre côté, on a une déesse qui est celle du foyer, la déesse Esta ou Vesta, derrière laquelle on reconnaît d'ailleurs un récipient qui contient l'huile, donc la lumière, donc c'est elle aussi qui apporte la lumière du foyer. Et puis à ses pieds, un coq. Alors là, on peut voir des symboles un petit peu francs-maçons dans la mesure où le coq, évidemment, est l'animal qui chante au lever du soleil. Donc quand la température va commencer à monter, la température, donc le mercure qui est de l'autre côté. Donc il y a un côté extrêmement ésotérique, très amusant. Et puis un peu secret donc dans ce tympan, entre d'une part les symboles assez classiques, la balance, l'étape de la loi, le faisceau des licteurs, qui existe toujours d'ailleurs dans les armes de la République française, hein. Ici donc une personnalité de la mythologie grecque symbolisant à la fois la lumière, le foyer, la protection, le coq qui chante, et le coq aussi qui est le coq gaulois, puisque en latin le coq se dit Gallus, le gaulois se dit Gallus, donc le coq est souvent associé évidemment au monde gaulois et donc par là même au monde français, et puis ce Mercure avec son caducée. Donc voilà un tympan assez riche.